Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial qui reçoit pour vous le professeur Mbata. Il est vice-président de l'Assemblée nationale. Le plateau spécial est consacré essentiellement au mini-sommet de Luanda, assorti d'une panoplie de résolutions au cours de ce mini-sommet au cours duquel a participé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président angolais, Joao Lourenço, et le président burundais. Également a pris part à ce mini-sommet le facilitateur du conflit en RDC, l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta. En invitant à Luanda tous les chefs d'État concernés et engagés dans les processus de Nairobi et celui de Luanda, le président Joao Lourenço avait pour objectif d'obtenir des engagements fermes pour une cessation des hostilités et envisager un canevas pour la suite des deux processus. Au terme des 6 heures de discussion à huis clos, le président Joao Lourenço, initiateur du mini-sommet de Luanda, Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, M. Vincent Biruta, ministre des Relations extérieures du Rwanda, représentant son président absent, et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya et facilitateur désigné de l'EAC, ont signé un communiqué final contenant 15 grandes décisions, dont la principale est la cessation des hostilités par le M23. O principal objetivo da mini-cimeira de Luanda. L'objectif principal du mini-sommet de Luanda était d'établir le calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires en vue, d'une part, de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées et d'autre part, de la coordination des processus de Luanda et de Nairobi. A mini-cimeira decidiu o seguinte: a cessação das hostilidades em geral, cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO à compter des vendredi 25 novembre 2022 à 18h. B. Respect absolu du prescrit des communiqués des conclaves des chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est des Nairobi du 21 avril et du 20 juin 2022 pour le processus de paix de Nairobi, de la feuille de route de Luanda du 7 juillet 2022 pour le processus de Luanda et des conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major généraux des forces armées de l'EAC, Bujumbura, le 8 novembre 2022. C. Poursuite du déploiement intégral de la force régionale de l'EAC. D. Intervention de la force régionale contre les M23, conformément au prescrit du processus de Nairobi et au rapport de la réunion des chefs d'état-major de la Communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est tenue à Bujumbura le 8 novembre 2022 en cas de refus du M23 de cesser les hostilités et de se retirer des territoires occupés. De cessar as hostilidades e retirar-se dos territórios ocupados. Le mini-sommet de Luanda a également demandé au M23 de se retirer des zones occupées et son repli dans ses positions initiales, conformément aux conclusions de la réunion des chefs d'état-major généraux de l'EAC du 8 novembre au Burundi. Enfin, les chefs d'État ont convenu de se retrouver prochainement à Bujumbura pour l'évaluation de l'application de recommandations et résolutions du mini-sommet de Luanda. Monsieur le professeur, bonsoir ou bonjour et bienvenue. À tout dépend de l'heure, bonsoir ou bonjour. Oui. Merci de m'avoir invité. Merci. Quelle lecture faites-vous de ce mini-sommet de Luanda? Bon, je crois que dans l'histoire de nos rencontres internationales, ce mini-sommet revêt une importance particulière. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a pris part. Et le médiateur du conflit, le médiateur de l'Union africaine, le président Lourenço l'Angolais, et aussi le facilitateur. Donc c'était un sommet important qui portait sur la crise dans notre pays. Il était important pour nous parce que ce mini-sommet pratiquement traduit aussi, symbolise la victoire diplomatique. Avec cette diplomatie menée par le président Félix Tshisekedi, pour la première fois,
on voit la communauté africaine qui sera suivie par la communauté internationale. On va se référer tout à l'heure aux différentes déclarations qui ont été produites. On a pris acte de la situation telle qu'elle se passe dans notre pays. L'agression rwandaise, même si le mot agression n'est pas apparu, mais c'est le langage diplomatique. Nous sommes victimes d'une agression du Rwanda à travers le M23, même si le terme n'a pas été repris. Et il a été demandé au Rwanda de cesser de soutenir le M23, ce groupe terroriste. Nous l'avons déclaré ainsi au niveau de l'Assemblée nationale et le gouvernement nous suit. Et il a été également décidé du retrait. Ils doivent se retirer de tous des territoires occupés. Eh bien, cette émission a une importance particulière parce qu'il y a jour J plus 2, jour J, et ça commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le M23 doit en principe se retirer. Doit en principe, et on commence à compter à partir d'aujourd'hui. Donc je voulais résumer, c'était un mini-sommet très important pour nous parce qu'il a débouché sur des mesures concrètes et pour qu'il soit mis fin à cette agression rwandaise à travers le M23. Nous allons revenir sur le retrait du M23, mini-sommet très important, mais une absence remarquable, celle de Paul Kagame. Bon, il était absent parce que il doit avoir des raisons. Il y a des raisons pour lesquelles un chef d'État décide de s'absenter. Vous lui en tenez pas rigueur? On lui en tient pas rigueur. Dans tous les cas, le ministre des Affaires étrangères le représentait valablement. Il n'a pas voulu être là en personne, mais je sais, et je devine, que le président rwandais était déjà au courant. Dans tous les cas, ça se fait comme ça. Avant que le sommet, le communiqué tel que tout le monde l'a vu, on les distribue entre les chefs d'État. Oui. Tout le monde l'a vu. On a même vu une copie qui n'était pas bonne, qui a fuité, oui. Mais la vraie copie est sortie après. La vraie copie est sortie après avec des paraphes. Oui. Donc le président Kagame savait très bien ce à quoi le sommet allait déboucher. Et cette condamnation du M23, ce retrait, sûrement tout le monde sait qu'il a des relations. Le régime rwandais, le président Kagame a des relations avec ces marionnettes du M23. Et ce n'était pas de gaieté de cœur s'il devait assister à un mini-sommet qui décidait du retrait du M23 de tous les territoires occupés. Et tout le langage, tout ce qu'on a dit sur le M23, il a même été dit que le Rwanda cesse de supporter le M23. Je crois que ça ne passait pas très bien auprès de lui. C'est pourquoi il a décidé de ne pas venir. Mais dans tous les cas, ça ne change rien. Il a été représenté par son ministre des Affaires étrangères. Et pour nous, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, professeur, mais ce Kagame qui était tout feu, tout flamme pendant plus d'une vingtaine d'années, on le voyait partout au four et au moulin, mais des rendez-vous pareils, son absence est remarquable. Et comme je l'ai dit, vous ne voyez pas que Kagame commence à se reprocher un peu de quelque chose? Non, non seulement ça. C'est la RDC aussi. Donc, depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, nous sommes présents sur la scène internationale. Et le Congo est de retour. Vraiment de retour. Vous voyez, le président Félix Tshisekedi, il est élu. Il sera, les mois qui suivaient, il était déjà président en exercice de l'Union africaine. Il a déjà dirigé combien d'organisations régionales, oui. Et la SADC, la CAC. Et c'est ça la présence. Ça, on ne l'avait pas vu sur l'ancien régime. L'ancien régime brillait par... Bon, on était absent pratiquement. Et quand vous êtes absent, tout ce qu'on peut dire contre vous, vous ne faites qu'encaisser. On zappe, donc, nous ne faisions qu'encaisser les coups. Nous n'étions pas là. Mais avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, nous sommes présents sur la scène internationale et ça commence à porter des fruits. La voix du Congo est suivie. Notre diplomatie est vraiment active et pas seulement la diplomatie classique. Parce que même au niveau... Même la diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire, on n'en parlait pas assez. Et beaucoup de gens se réveillent aujourd'hui pour se demander mais qu'est-ce que ça signifie la diplomatie parlementaire? Vous pouvez expliquer en si peu de mots cette diplomatie parlementaire pour en peu de mots, vous voyez, la diplomatie classique, elle est menée par les gouvernements. Oui. Mais la diplomatie parlementaire, c'est celle qui est menée par les représentants du peuple. Oui. Les députés, les parlementaires qui représentent le peuple. Mais elles ne sont pas contradictoires. Non. Les deux diplomaties. Elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires. Okay. Elles se renforcent. Et vous voyez, quand le comité de sanctions des Nations Unies est reçu par le ministre des Affaires étrangères, mais il vient à l'Assemblée nationale et au Parlement et au Sénat. Donc, elles se complètent. Et lorsque le ministre des Affaires étrangères reçoit
les représentants des grandes puissances, nous les recevons également au niveau du Parlement pour leur faire entendre le langage du peuple. Il y a peut-être une certaine différence. Oui, au niveau du gouvernement, peut-être on porte des gants. On porte des gants, mais au niveau de l'Assemblée, il n'y a pas de gants qui sont portés. Nous n'avons pas de gants à porter oui. Lorsque notre peuple est malmené. Nous sommes les représentants de la nation. Nous ne connaissons pas ce langage trop sophistiqué. Un langage alambiqué des diplomates, on le reconnaît. Et même si nous étions nous-mêmes diplomates, mais à ce niveau-là, comme représentants du peuple, lorsque le peuple est martyrisé, nous ne pouvons pas porter des gants, nous le disons directement. Nous avons dit directement, et cela d'ailleurs dans le même sens que le président de la République et le gouvernement, le Rwanda nous agresse. Nous sommes victimes de l'agression rwandaise et il n'y avait pas de gants à mettre. On ne peut pas dire non, tel pays, un pays voisin, non. On a cité nommément. C'est le Rwanda et nous le disons. Et cette diplomatie a porté. Et elle le porte. Elle le porte. Il a porté, vous avez vu le sommet, on parlait tout à l'heure, c'est quoi? C'est le point focal, le focus de cette émission, le sommet de Luanda. Vous voyez les résolutions qui ont été prises. C'est le résultat de la diplomatie. Professeur, on revient sur le retrait de M23. Aujourd'hui, c'est le jour J. Vous croyez vraiment que le M23 va se retirer du territoire congolais? Nous n'avons pas à croire, nous croyons que ces marionnettes nous entendent. Ils peuvent avoir, ils ont même ils arrivent facilement à s'exprimer sur certaines chaînes médiatiques étrangères qui leur ont donné, la RFI et d'autres. Nous, je ne suis pas... Oui, on n'est pas diplomate. Il y a un représentant du M23 qui a dit que les accords ou les résolutions de Luanda ne concernaient pas le M23 parce qu'il n'a pas été représenté. Il devait être représenté en tant que qui? En tant que qui? Pourquoi est-ce que ces journalistes de la RFI n'ont pas posé la question au M23? Moi, je ne suis pas ici à la radio-télévision nationale congolaise en train de répondre à une émission qui a été passée sur une chaîne étrangère, la chaîne française. Non, merci. Je ne suis pas là. Et je crois que même nos chaînes, vous ne devrez pas accorder trop d'importance. La RFI, CNN, mais nous avons la RTNC. Qu'est-ce que ça signifie? Ils devaient être présents, ces gens, ces marionnettes du M23. En quelle qualité ils pouvaient être là? En quelle qualité pouvait un groupe terroriste? Non, mais on parle de n'importe quoi. Parce que leur maître à penser était là. Non, mais il était là. Mais comment est-ce que les journalistes peuvent parler le porte-parole du M23 en tant que... Vous aviez dit que vous ne parlez pas des radios périphériques, professeur. Revenons ici. Bon, revenons ici. Mais au cas où... Ils ne pouvaient pas être là, ils ne pouvaient pas être invités et on ne les invitera pas non plus demain. Pour nous, au niveau du Parlement, c'est un groupe terroriste. Au cas où le M23 ne se retirait pas du territoire congolais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va le forcer. Et dans tous les cas, nous, au niveau de la RTNC et de la RDC. Mais le communiqué de Luanda ne nous suffit pas. Ce n'est pas que nous allons dormir sous nos lauriers. Il fallait au-delà. Nous allons continuer. Nous allons pousser, je ne sais pas, j'ai dit ici il y a quelques jours ou quelques semaines, nous allons en finir avec ces marionnettes du M23. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes maintenant finis, même si la diplomatie est là, elle va concomitamment avec la guerre, mais déclarons la guerre ouvertement contre le Rwanda, professeur. On a peur, on a honte. Non, on n'a pas peur, on n'a pas honte. Mais quoi? Je dis ceci. Ils sont obligés de se retirer. Sinon, la force. Vous avez la force est-africaine. Vous avez notre propre force. Parce que nous avons une armée. Nous allons les bouter dehors. Ces aventuriers du M23, je crois que leurs jours sont comptés. Au cas où ils ne se retiraient pas. Mais nous allons les forcer. Mais vous pensez, monsieur le directeur, que ce peuple va accepter pendant combien de temps à ce que ces marionnettes du M23, soutenues par le Rwanda, et dans une certaine mesure aussi par l'Ouganda, qu'ils continuent à occuper impunément notre territoire pendant des mois? Mais ce peuple ne va pas le supporter. Nous n'allons pas le supporter. L'Assemblée nationale ne va pas le supporter. Le gouvernement non plus. Notre presse non plus. Le peuple congolais ne va plus tolérer ça. Non, mais fini de ce temps-là des aventures. C'est révolu. Vous pouvez venir chez nous, vous imposez un gouvernement, vous faites un peu comme des maraudeurs, vous volez, vous pillez nos richesses naturelles, vous vous retirez au Rwanda, vous restez quelque temps et puis vous revenez. Cette aventure-là est terminée. Vous avez parlé tout à l'heure du régime de Kigali, du régime de Rwanda. J'étais ici. Je vous avais dit clairement que la façon dont le Rwanda agit, c'est à la manière d'un État voyou. Un État voyou, je l'avais défini, c'est un État qui ne respecte pas
les règles élémentaires du droit international. C'est un État voyou. Et quelles sont les règles élémentaires? Vous persistez dans cette définition? Je suis en train de le dire. C'est un État voyou, je ne pense pas que... C'est un État qui ne respecte pas les règles du droit international. C'en est le cas. C'en est le cas. Et quels sont les principes du droit international? Allez-y, professeur. L'intégrité, le respect de l'intégrité du territoire d'autres pays. C'est une règle d'or dans la Charte des Nations Unies, dans l'acte constitutif de l'Union africaine, dans tous les textes internationaux. Il n'y a aucune justification de violer l'intégrité du territoire d'un pays. Non, je vais là-bas parce qu'un groupe ethnique est menacé. Qui vous a mandaté, vous? Personne ne vous a mandaté. Et nous respectons ça. Nous n'allons pas au Rwanda. Nous sommes une démocratie. Nous n'allons pas soutenir un groupe rebelle au Rwanda parce qu'il est contre le président Kagame, contre le régime. Non. Nous sommes respectueux des règles du droit international. Et voyez aussi le cas. Lorsque tous les communiqués condamnent le Rwanda, en fait, ça signifie quoi? Et ils ne respectent... Vous devenez un État paria. Non seulement un État voyou, mais un État paria en droit international, comme l'était le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Et je crois, et pour la première fois, on commence... Qui condamnait le Rwanda? Personne. Mais tout le monde était là pour cajoler le Rwanda. Oui. Il n'y a que quelques nations encore qui continuent. Mais pour combien de temps? Aujourd'hui, nous avons la réaction des États-Unis qui condamnent. Nous avons la réaction de l'Union européenne qui condamne. Nous avons la réaction de l'Union africaine qui condamne et qui cite nommément le Rwanda. C'est un motif de fierté pour la République démocratique du Congo. Mais pour la diplomatie, nous devons être fiers de notre diplomatie. Nous devons être fiers de cette diplomatie du président Félix Tshisekedi, la manière dont il conduit la diplomatie. Nous devons être fiers de notre dirigeant. C'est la première fois. Parce que qu'est-ce qu'on nous disait? Au nom de la bonne... Oh, le Rwanda, c'est la bonne gouvernance. Personne. Mais aujourd'hui encore, combien d'États? Non, c'est un État, vous voyez, c'est en train de porter, ce n'est pas encore fini. Nous osons croire que le Rwanda, qui a paraphé le communiqué, le Rwanda va s'exécuter et dire à ces marionnettes du M23 de rentrer de là où ils les avaient transportés. C'est ce que dit le communiqué d'ailleurs. Oui. Ils doivent rentrer d'où ils sont venus. Le régime de Rwanda doit les ramener, ces marionnettes, là où ils les avaient pris, pour faire cette énième aventure à RDC. Mais attention, les aventures, ça ne réussit pas toujours. Ça, c'est l'une des aventures les plus malheureuses que le régime du président Kagame aura commises. Il n'y aura pas de voie de non-retour. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe dans la région des Grands Lacs? Dans la région des Grands Lacs, c'est Conrad, un auteur là, qui avait bien écrit un livre très intéressant. Qui dit quoi? Au cœur des ténèbres. Au cœur des ténèbres. C'est comme ça qu'il qualifie les Grands Lacs. Alors qu'on veut amener la lumière, le régime du Rwanda veut nous maintenir dans les ténèbres. Et c'est ça ce qui se passe. Mais la RDC n'y est pas, même si elle fait partie de la sous-région des Grands Lacs. Non, nous faisons partie de la région des Grands Lacs. Oui. Nous voulons amener la lumière dans les Grands Lacs. Et notamment, nous voulons amener la démocratie. Nous sommes un État démocratique. Départ même le discours, on ne peut plus élégant du président de la République, et qui demande au Rwanda de cesser, à Kagame, pardon, de cesser ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut être encore dans cette logique d'une guerre d'État à État, monsieur le professeur? Non, mais ça n'existe pas. Mais le temps est révolu. C'est médiéval. Oui, est-ce que c'est médiéval? Il faut rentrer à l'Antiquité parce que médiéval, c'était déjà assez développé. Oui. Ah non, mais c'est dépassé. Et ces dirigeants qui s'obstinent, ils croient que vous allez envahir un pays d'autrui. Vous allez imposer des dirigeants. Ça n'arrivera plus. Le temps est révolu. Le temps de l'AFDL, vous croyez que vous allez amener une armée de marionnettes? Ils vont arriver à Goma. À partir de Goma, on négocie. Non, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Nous n'allons pas le tolérer. Et ce pays se relève. Ce pays se relève, je crois, je me souviens encore de ce que le président Tibantou Nganya, l'ancien président burundais, oui. On disait il y a quelques années, quand la Chine se réveillera. Mais il vient de tenir une conférence débat au niveau de l'université de Kinshasa. Oui, nous avions commencé, j'étais également parmi les orateurs, nous avons commencé à l'hôtel du Fleuve. Oui. Il a terminé une merveilleuse conférence hier à l'université de Kinshasa. Mais quand la Chine se réveillera, et tout le monde sait maintenant comment, quand la Chine se réveillera. Oui. Et cette RDC, ce pays qui nous a été légué par nos aïeux, est en train de se réveiller. Il est en train de se réveiller et le monde va voir, dans les années qui viennent, ce que ça signifie,
la renaissance ou l'éveil du grand, le géant qui se réveille. Ce géant sur lequel vous pouvez avoir des insectes, vous voyez un peu l'image des éléphants. Ça sera pas quand l'éléphant dort, vous voyez des insectes, des petits pays qui viennent s'asseoir sur l'éléphant, il croit qu'il est mort. Eh bien, l'éléphant, quand il se met debout, ce ne sera pas, malheureusement, ou heureusement, ce ne sera pas pour faire la guerre aux autres, mais ce sera pour contribuer à la renaissance africaine, parce que l'Afrique ne peut pas se développer, cette Afrique ne peut pas se mettre debout, on ne peut pas parler de la renaissance africaine sans l'éveil du Congo. Et l'Afrique que nous voulons, si vous voyez très bien, dans les instruments de l'Union africaine, il y a la déclaration de l'Union africaine, le plan pour l'année 2063, l'Afrique que nous voulons. L'Afrique que nous voulons, c'est une Afrique prospère, c'est une Afrique qui s'impose dans le concert des nations, c'est une Afrique de la démocratie, de l'état de droit. Eh bien, cette Afrique que nous voulons ne peut pas se mettre debout, ne peut pas se mettre en place sans la RDC et sans une RDC debout. Heureusement, avec le président Félix Tshisekedi, nous sommes en train de contribuer au relèvement à ce que cette RDC se mette debout. Et c'est d'ailleurs conforme aussi à notre hymne national, debout Congolais. Debout Congolais comme individu, mais ici c'est debout la RDC. Je crois que toutes ces choses sont en harmonie. Mais ce réveil du géant qu'est la République démocratique du Congo, professeur, c'est pas trop risqué pour les dirigeants du pays que vous êtes? Non, mais c'est ce que nous voulons. Nous sommes obligés à y arriver. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Vous-même, vos enfants, tout le monde, chaque matin nous chantons. Ils seront bénéficiaires. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et l'histoire nous jugera. Cette génération qui est la nôtre, cette génération qui est celle du président Félix Tshisekedi, de tous les Congolais, cette génération doit contribuer à cela. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, c'est un impératif. Parce que très souvent, les gens posent des questions, mais pourquoi toujours le futur? Mais le langage est souvent différent en droit. Nous bâtirons, il faut l'entendre comme étant un impératif. Nous devons bâtir un pays plus beau qu'avant. Et nous devons commencer. Nous sommes condamnés à y être. Au contraire, ce sera à notre crédit, ce n'est pas un danger. Nous voulons cette génération, lorsque nous serons partis de cette terre des hommes, qu'on se souvienne de nous, qu'on se souvienne de Félix Tshisekedi, qu'on se souvienne de vous, de nous tous, comme cette génération qui aura pesé de tout son poids, qui aura donné le meilleur d'elle-même pour que ce pays se mette finalement debout. Sur quoi vous fondez cette position, professeur? C'est parce qu'aujourd'hui, les Congolais est unis comme un seul homme pour dire non à cette agression de plus du Rwanda, et c'est la raison pour laquelle les jeunes gens se font enrôler au sein des forces armées à travers tout le pays? Non, mais je fonde parce que je crois en l'homme congolais. Je crois en vous. Je crois en moi-même également. Je l'ai souvent dit, nous ne sommes pas de la génération des gens qui pleurnichent. Vous savez, il y avait un temps ici dans notre pays, les gens pleurnichaient, voilà, le Rwanda nous a pris. Oh, le Rwanda nous a pris. Oh, voilà le Rwanda. Non! C'est fini. Combien de temps une nation comme la nôtre va pleurnicher devant un petit État? Moi, je n'appartiens pas à combien de nombre d'habitants, le Rwanda? Non, mais c'est moins de 20 millions, une dizaine de millions. Et nous en avons combien? Plus de 100 millions. Et 100 millions d'habitants. Comment doit-on continuer à pleurnicher? Non. Et même dans la diaspora, regardez les réseaux sociaux. Parfois, je n'en lis pas beaucoup. Un peuple comme le nôtre, vous véhiculez des messages de voilà, ils sont en train d'avancer, ils sont pris Goma, demain ils seront peut-être à Kindu. C'est pour démoraliser les... Moi, je n'appartiens pas à cette génération. Vous non plus. Pas moi en tout cas. Nous ne sommes pas d'une génération qui pleurniche. C'est fini. Non. Et quelqu'un a dit ceci, je ne me rappelle plus le nom, le plus important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est ce que nous faisons, mais ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous. Oui. Le plus important, c'est très profond. Ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous. Donc, on n'appartient pas à cette génération de pleurnicheurs. Félix Tshisekedi, en tout cas, il n'est pas de cette génération. Il n'en fait pas partie. Vous non plus. Les Congolais de ma génération et de celles qui vont venir, c'est une nation qui ne pleurniche pas, qui se bat. Mais qui se bat avec quelle arme quand on doit bloquer tout un avion
contenant l'arsenal militaire acheté par la République démocratique du Congo et bloqué quelque part de par la volonté d'une certaine communauté internationale, professeur. Mais vous avez vu, c'est pourquoi la démocratie paye. J'étais ici, le président d'abord avant nous, pour critiquer l'attitude ambivalente de la communauté internationale, pleine d'hypocrisie. Pleine d'hypocrisie, et surtout les grandes puissances du Conseil de sécurité. Pleine d'hypocrisie. De tous les grands. Notamment de la France, parce que je m'excuse, je vous ai dit au départ que je n'étais pas un diplomate classique. Oui. Parce que c'est la France qui rédige la résolution. La France est passée maîtresse dans la rédaction des résolutions sur la RDC. Et on vous dit non, ce n'est pas l'embargo, c'est la notification. Mais le représentant, le comité des sanctions est venu à l'Assemblée nationale. Nous lui avons dit, il ne faut pas jouer avec les mots. Moi, je suis un peu anglophone, on ne joue pas avec les mots comme en français. Non, il faut être clair. Pourquoi la notification? Mais c'est un embargo implicite et indirect. Vous, nous sommes condamnés, nous sommes attaqués, on tue notre population et vous nous interdisez, vous demandez à ceux qui nous vendent des armes de les notifier. Quand le Rwanda qui nous pille, quand le Rwanda qui nous tue, paie les armes... C'est le même comportement? Est-ce qu'il y a la notification? Non. Et heureusement, j'ai suivi un communiqué de notre vice-premier ministre Lutundula qui a dit que le Conseil de sécurité est en train de réfléchir maintenant pour enlever la notification. Et il a fallu qu'on parle. Et puis vous savez, monsieur le directeur, en droit international, ce sont les rapports de force. Ce sont les rapports de force. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on sait déjà qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Tout, très beau ce discours-là, nous sommes les amis, non, il n'y a que des intérêts en droit international. Et puis, ce n'est pas nous, je ne veux pas, ce n'est pas nous qui critiquons la communauté internationale, mais demandez à nos amis français. Mais le général de Gaulle qualifiait les Nations Unies de machin. Oui. De Gaulle qualifiait l'ONU de machin. En ce temps-là. En ce temps-là. Nous ne sommes pas arrivés jusque-là. Nous sommes un pays membre des Nations Unies. Nous ne disons pas ça, nous n'allons pas jusqu'à dire ce que De Gaulle disait. Mais nous critiquons, nous sommes membres de la communauté internationale. Les États sont égaux et souverains. Nous avons le droit d'être traités dignement. Et Dieu merci, si le message a été compris, qu'ils doivent enlever leur fameuse notification. Vous ne pouvez pas demander à un peuple qu'on est en train d'assassiner de ne pas se défendre. Mais c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Mais ceux qui ont fait cette... Quelle était l'intention de ceux qui ont fait cette résolution? C'était pour séduire le Rwanda. Donc on vous tape dessus, on vient vous mettre les concrétiser ce plan de balkanisation de la République démocratique. Ça n'aura pas lieu. On en parle trop, c'est depuis 1960. Lumumba l'a dit. Il n'y aura pas de 62 ans après. Il n'y en aura pas. Et je vois aussi souvent certaines personnes, des politiques qui parlent de la balkanisation. Et même dans les médias, et même des auteurs, il n'y aura pas de balkanisation de ce pays. On en parle depuis 60 ans, il n'y en aura pas. Parce que notre peuple ne le veut pas. Parce que le peuple ne le veut pas. Le peuple souverain du Congo ne le veut pas. Il n'y aura pas de balkanisation. Ce pays peut être beau et il est beau. Il peut être grand, il est grand. Il peut être riche. Il est l'un des plus riches de la planète. Oui. Le peuple congolais le veut tel. Il doit contribuer au bonheur de son peuple. Il n'y aura pas de balkanisation. Et nous n'allons pas tolérer une quelconque balkanisation. Et tous ces pays voisins qui pensent qu'ils peuvent séparer, diviser la RDC comme des petits morceaux, je crois que eux et leurs dirigeants, ils se trompent d'adresse. Ils se trompent, ils partiront même, avant même que ce projet-là chimérique puisse se réaliser. Il ne se réalisera jamais. Ce pays ne sera jamais balkanisé. C'est notre pays, Dieu nous l'a donné, et nous allons contribuer à faire l'une des plus grandes puissances, non seulement sur le continent, mais dans le monde. Écoutez, professeur, on parle un peu de cette force des États de l'Afrique de l'Est et qui est déjà sur place au niveau de la province du Nord Kivu, avec la présence des troupes kenyanes qui y sont déjà. Il y a le Burundi qui va envoyer ses troupes, l'Ouganda également. Le Burundi a déjà envoyé. Ah, les troupes sont là. Oui, je suis peut-être en retard, veuillez m'en excuser. Mais alors, quel rôle va jouer cette force aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, mais sans toutefois exclure que parmi les résolutions, on parle également de la présence des troupes des Nations Unies, de la MONUSCO. Bon, ils doivent jouer. Moi, je voudrais dire ceci. Nous avons un communiqué, et plusieurs communiqués. Et l'importance du communiqué de Luanda, c'est lequel? Celui qui le fait, c'est le médiateur de l'Union africaine.
Le président angolais. Le président angolais. João Lourenço. Oui, de l'Union africaine, Oui. les 55 États Oui. qui s'expriment. Ouais, les 55 États, sauf le Rwanda évidemment, qui s'expriment et qui disent ce qu'ils ont dit du Rwanda et du M23. Et puis vous avez le facilitateur de la communauté est-africaine, de tous ces pays-là, Uhuru Kenyatta, qui est là, qui s'exprime. C'est pour la première fois que les deux processus se rencontrent pour en faire un communiqué. Pour en faire un communiqué, vous avez vu parce que c'est ça, et les Nations Unies prennent, et l'Union Européenne prennent, et les États-Unis ont pris. Il faut féliciter les Américains, parce qu'ils ont aussi beaucoup attendu. Oui. Pour la première fois, les États-Unis disent des choses, s'adressent au Rwanda comme un pays agresseur, même s'ils n'utilisent pas les mots. Que le Rwanda doit s'arrêter, ça c'est du nouveau. Parce qu'en fait, pour Kagame, le régime de Kagame était utilisé pour faire tomber Mobutu et les autres. Ils étaient présentés comme les dirigeants modèles pendant des années. Mais cette période-là, malheureusement, est révolue. Mais ce qu'il faut comprendre dans l'histoire, et vous l'avez appris avec moi, quand nous étions à l'école primaire, Oui. il y a toujours dans la vie des nations, dans la vie des royaumes, des républiques, il y a un temps de naissance, il y a une sorte d'apogée, Oui. et puis une décadence. C'est la décadence. Je voudrais vous dire que le régime du Rwanda est entré dans la décadence. Fini l'apogée. Et puis vous savez, dans la décadence, quand vous avez quitté l'apogée, vous êtes incliné dans la décadence, plus rien ne se redresse. C'est comme un arbre. Et c'en est le cas. Ça n'est le cas. On est en train d'aller là. Fini l'apogée. Tous ces discours-là, vous pouvez reprendre les mots, ressasser les discours. Non. Ils sont entrés, ce régime est entré dans la phase de la décadence et il en sera ainsi. Professeur, je voudrais que l'opinion puisse savoir une chose. La République démocratique du Congo a des problèmes avec le Rwandais ou a des problèmes avec le régime de Kagame? Non, mais c'est avec le régime de Kagame. Pas avec le Rwandais. Je vais vous dire une chose. J'étais une fois à Kigali, et comme expert de l'Union africaine, et on sait à Kigali ce que j'avais pu dire à Kigali même. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on est ici. J'étais représentant expert de l'Union africaine. J'ai parlé de l'état des droits au Rwanda. Et j'ai dit, me trouvant à Kigali, qu'il n'y avait pas de liberté de presse. Sous Kagame? Sous Kagame. Évidemment, je pouvais être couvert, quand même, c'était un constitutionnaliste, expert de l'Union africaine, on ne peut pas lui faire du mal. Oui. Mais ce langage reste le même. Et nous avons à Kigali plus de 30 000 Congolais. Qui y vivent? Qui vivent en ce moment à Kigali. Ils enseignent, ils sont dans les écoles, ils sont même dans les clubs de football, nous en avons. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais qui est un pays frère. Mais le problème, c'est avec le régime. Donc, ce discours de xénophobie, c'est un faux discours. C'est un faux discours. Nous n'avons pas de problème avec le Rwandais. Ils sont ici à Kinshasa, nous sommes avec eux. Ils sont partout dans le pays. Nous n'avons jamais... Ça, c'est un faux discours. La xénophobie contre pourquoi? Le problème, c'est avec le Rwanda. Le régime rwandais. Oui. C'est un régime d'abord autoritaire, dictatorial. Et c'est pourquoi on dit à ceux qui nous prêchent les pays des droits de l'homme. Mais vous êtes un pays des droits de l'homme, vous soutenez un régime qui ne respecte même pas les droits de l'homme. Et vous leur donnez même des avantages. Composé de tous ceux qui sont minoritaires au Rwanda, et les Hutus sont effacés. C'est terrible. Et la démocratie, on n'en parle pas. Et nous allons aller aux élections. Il y a combien de partis politiques au Rwanda? Je ne sais. Bon, il n'y a qu'un seul qui existe. Qui existe. Les autres sont dans la clandestinité. Dans la clandestinité. Et si vous trouvez ça normal? Mais ce n'est pas normal. Il faut demander à ceux qui viennent prêcher la démocratie. J'allais évoquer un cas. Allez-y. Le président Kadima avec la CENI, c'est demain, je crois. Oui. Nous aurons un calendrier des élections. Nous calendrier électoral. Et nous l'avons dit dès le départ. Vous vous souvenez, quand j'ai dit déjà encore la commission paritaire, c'était toujours dans les médias. Mais pourquoi vous faites le forcing? Pourquoi est-ce que vous êtes pressé? Les gens ne comprenaient pas. On ne faisait pas de forcing, l'Assemblée nationale ne faisait pas le forcing. Nous sommes respectueux des textes. Nous avons un régime, nous devons aller aux élections. Et nous irons aux élections. Mais les prochaines élections au Rwanda, c'est quand? Allez chez nos voisins. Nous sommes pratiquement aujourd'hui, je dirais, l'unique pays démocratique dans la région des Grands Lacs. L'unique. Les prochaines élections au Rwanda, c'est quand? 2035, il peut rester jusqu'à... Est-ce que vous avez la communauté internationale?
les mêmes qui circulent chez nous pour vous dire allez aux élections. Non, nous n'irons pas aux élections par mimétisme parce que vous nous le dites. Nous irons aux élections parce que nous nous appelons depuis l'indépendance République démocratique du Congo. C'est dans notre ADN. Et on doit respecter la Constitution. Nous respectons notre Constitution. Nous n'irons pas aux élections parce que vous nous faites des pressions. Non. C'est dans nos gènes. Déjà, nos aïeux, lorsque nous sommes parvenus à l'indépendance, ils ont dit que ce pays sera une république démocratique. Demain, le président, nous irons aux élections. Demain, le président de la CENI publie le calendrier électoral. Vous y croyez, avec ce décor, que les élections auront bel et bien lieu en 2023? Elles auront lieu. Parce que nous mettrons fin, je l'ai déjà dit. Ces marionnettes du M23, vous n'en entendrez plus parler dans quelques jours. Non. On va finir bientôt. Hein? Et notre peuple doit garder cette... On va en finir bientôt. Et là où ils sont ici, ils suivent aussi la RTNC. Si vous êtes dans la forêt, si vous avez un porte-parole qui a élu domicile à Paris ou à Londres, messieurs, ils n'ont pas beaucoup de dames. Ils nous enregistrent toujours, hein, ne vous en faites pas. Oui. Nous allons en finir avec vous, les marionnettes du M23 soutenues par le Rwanda. Nous allons rétablir l'intégrité du territoire national. And we shall not falter, comme disaient les Américains. Traduction. Nous n'allons pas lésiner sous les moyens. Nous n'allons pas trembler. Donc, de la même façon, ce discours va s'exprimer dans les faits. Nous n'allons pas vous laisser une seule partie de notre territoire. On vous a demandé de vous retirer, que vous ne pouvez même pas être présent, comme qui, à Luanda. Retirez-vous, rentrez d'où vous êtes venus, parce que nous allons mettre un terme à l'agression rwandaise à travers les marionnettes du M23. Très bien. Il y a une position un peu, on ne peut plus floue, c'est celle de la francophonie. Nous avions salué la position des États-Unis, la position de l'Union africaine, la position de l'Union européenne, mais la francophonie qui a vu son sommet se tenir à Djeba, nous sommes en Tunisie, était quand même un peu mitigée et pour se prononcer sur le cas de cette agression de la République démocratique du Congo. Nous avions suivi l'interview accordée par la secrétaire générale de la francophonie, qui est d'ailleurs une Rwandaise. Elle était vraiment floue. Comment vous trouvez cette position mitigée de la francophonie face à cette agression dans un pays qui occupe, si pas la première ou la deuxième place, au niveau des pays qui ont en commun l'usage de la langue française? Voilà, merci pour la question. Je crois que cette diplomatie parlementaire, sous la présidence évidemment du président Bosso, qui est le speaker, le président de l'Assemblée nationale, ma première mission dans le cadre de la diplomatie parlementaire, c'était à Rabat au Maroc. En quoi faisant? C'était l'Assemblée générale des parlements francophones. Nous étions arrivés en retard et j'avais parlé de l'agression rwandaise. Et j'étais clair. J'avais dit ceci, que la France, que cette génération, nous risquons d'interroger notre présence à la francophonie. Je l'avais dit à Rabat. Et je vous l'ai dit, on pourra m'excuser. Est-ce qu'il y a moyen? Il y a lieu de demander des excuses? Je ne pense pas. La diplomatie parlementaire, nous ne sommes pas diplomates. Nous ne connaissons pas vos beaux mots là francophones pour cacher les choses. Vous voyez le flou, vous allez dire non, c'est vert. Non. Je parle le langage de mon peuple comme représentant de la nation. Mais nous risquons d'interroger notre appartenance à la francophonie. Le Rwanda n'est pas francophone. Vous lui donnez le poste de secrétaire général parce que vous voulez plaire. Et après, vous voulez vous improviser médiateur. Et puis après, vous allez fabriquer les résolutions. Quand on fabrique les résolutions, la notification, vous allez embrouiller les gens. Dire non, ce n'est pas l'embargo, c'est la France. Non. La France des droits de l'homme. Cette France de l'égalité. Cette France de l'égalité, de la fraternité, bon, le modèle. Mais pourquoi ça ne s'applique pas pour condamner le Rwanda? Quand on viole les droits de l'homme, toute une nation devient muette. Non, vous m'excuserez, j'espère que les collègues, nous avons d'ailleurs établi un groupe d'amitié entre les parlementaires congolais et les parlementaires français. Où certaines vérités se disent. Ce sont des amis, les amis se disent la vérité. Oui. Mais la France des droits de l'homme, vous appelez le modèle. Où est le modèle quand on tue les Congolais? Et vous soutenez l'agresseur? Où est le modèle? Non. C'est très très dangereux. Nous restons dans la francophonie, mais les années qui viennent, nous risquons d'interroger notre présence à la francophonie. Il y a même un groupe de sénateurs, hein, pas des sénateurs d'un groupe, il y a les Sénats qui s'est prononcé et pour dire qu'il faut privilégier apprendre une autre langue que la langue française.
parce qu'on n'en tire pas tellement profit de notre présence au niveau de la francophonie. Mais ils ont raison. Moi, j'étais parmi les tout premiers à dire qu'il faut une révision constitutionnelle. Pas une révision constitutionnelle pour donner un troisième mandat à un président qui est fait mandat, qui ne peut plus revenir. Parce que la langue française, parce que la langue française, il y a des dispositions intangibles. Parce que la langue française, c'est une langue officielle qui est reconnue par la Constitution. L'article 1er dit le français est la langue nationale. Le Chiluba, Lingala, Kikongo et les autres sont les langues nationales. Non, le français, la langue officielle. Les autres, les Chiluba, Kikongo sont nationales. Oui. J'ai toujours demandé, la prochaine fois qu'on va réviser la Constitution, je serai parmi les tout premiers à dire qu'on commence par le premier article. C'est-à-dire comment vous pouvez, 60 ans, et nous avons des patriotes, des nationalistes dans ce pays, 60 ans après l'indépendance, vous donnez à une langue étrangère un statut supérieur à vos langues nationales. Jusque dans la Constitution. Dans la Constitution. Donc, et maintenant on est en berlificoté, professeur. Officiel et supérieur au national. Oui. Une langue étrangère. Je ne parle pas que du français. Je pouvais dire la même chose de l'anglais. Oui. La langue de la colonisation, une langue étrangère, vous lui donnez un statut qui dépasse le statut de Chiluba, Lingala, Kikongo, Swahili, vos langues nationales. Mais on devrait faire comme les Sud-Africains. Vous savez ce que les Sud-Africains ont fait? Ils ont fait quoi? Les langues officielles sont le Zoulou, l'anglais, l'afrikaans, toutes les langues des Sud-Africains. Même statut, même niveau. Et il faut même mieux. Il n'y a pas d'hégémonie. Non, il n'y a pas d'hégémonie. Et d'ailleurs quoi? C'est très intéressant. Bon, je ne le dis pas parce que je suis professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud, que je loue l'Afrique du Sud. Mais au Parlement sud-africain, je peux, comme je vais, nous avons une plénière tout à l'heure, je m'exprime directement en Zoulou. C'est à vous de chercher les interprètes. Ok. Je m'exprime directement, alors que je connais l'anglais. Je ne m'exprime qu'en Zoulou. Et j'ai fini mon débat. Professeur, est-ce que vous croyez que donc, il me faut la langue. Vous croyez que votre démarche sera suivie? Elle sera suivie. Elle sera suivie lorsque nous réviserons la Constitution. On ne peut pas on ne peut pas donner à une langue étrangère, s'il vous plaît, un statut supérieur aux langues nationales. 60 ans après l'indépendance, s'il vous plaît. Non. Bon, professeur, écoutez. Donc, et tout ça, ça va faire partie de la renaissance du Grand Congo. Merci. Mais à ce sommet de la francophonie, la République démocratique du Congo y a été représentée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Mais il y a une attitude que tous les Congolais ont saluée. Je ne sais pas si ça sera aussi votre cas. Il a refusé de poser avec Paul Kagame dans une photo de famille. Vous avez apprécié? Mais j'avais apprécié. Il faut féliciter et remercier. Féliciter le Premier ministre pour cette attitude courageuse. Non, mais comment? Comment vous allez saluer, vous mettre à côté de quelqu'un qui massacre votre population? On a critiqué, on l'a suivi. Monsieur le Premier ministre, ça c'est un geste louable. Je crois que la prochaine fois que vous viendrez à l'Assemblée nationale, on va d'abord vous applaudir pour cela. Donc il faut être courageux. Nous sommes un grand peuple. Dites-moi un peu, que signifie la francophonie sans la RDC? Mais nous sommes le pays le plus vaste, le plus grand pays francophone du monde. Nos amis français doivent nous respecter. Et on en bénéficie quoi? À part cette grandeur... Nous sommes encore là, on doit nous respecter. Et la France, parce que c'est elle qui mijote tout dans la France, elle doit respecter la RDC. Sinon, les années qui viennent, on risque de reconsidérer, je l'avais dit, je parle à un titre personnel. Oui. Professeur des universités, j'ai droit au chapitre. Oui. Je l'enseigne. Comme scientifique. Comme scientifique et comme constitutionnaliste. Oui. À titre personnel, la prochaine révision de la Constitution, ce ne sera pas sur le mandat. On commencera par l'article 1er. Une langue étrangère ne va pas avoir un statut supérieur à nos langues nationales. Je parle à titre personnel. La France doit respecter la RDC. Nous sommes le pays le plus grand pays francophone. Sinon, les générations venues, même les générations présentes, vont commencer à se poser des questions. Parce que la francophonie, ce n'est pas seulement la littérature quand même. Ce n'est pas la poésie. Non. Encore moins la prose. Non, encore moins la prose. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du théâtre, la culture. Non, on n'en a pas besoin. Donc il faut respecter même quand je parle de langue nationale, il faut respecter la culture du peuple. Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Nos ancêtres sont les Bantous, ce sont les Africains. Bon, qu'on m'excuse, mais c'est un langage, je crois que mes amis français on vous en tient pas rigueur, professeur. On ne m'en tient pas rigueur. Il y a quelques années, j'étais professeur invité à l'université Paris 13 en France. Oui. J'étais également professeur invité à l'université Paris Sud en France.
Merci aux amis français qui m'avaient donné ces statuts. Et avec le respect, donc, on connaît la franchise. C'est une fierté nationale. Pour ça, je vous pose peut-être la dernière question. Demain, le président de la CENI publie le calendrier électoral 2023. Selon la Constitution, les délais constitutionnels, on va aux élections. Vous croyez qu'avec ce décor qui est planté au niveau du Nord Kivu et au niveau de l'Ituri, vous croyez que les citoyens congolais qui sont dans ces deux provinces vont aller voter au même titre que celui qui est à Monkoto, qui est à Bwende, à Ikela, à Befale, à Djolou, à Kasumbalesa, je vais dire quoi, Lupatapata, oui. Ils vont aller voter au même titre que ces gens dans la sérénité et le calme va revenir, la paix va revenir dans cette partie du territoire. Je crois, c'est la raison pour laquelle lorsque nous avons le budget, c'est peut-être lundi, nous donnons à la CENI tous les moyens. Nous n'allons pas donner à la CENI tous les moyens et être indécis. Je vous l'ai déjà dit, monsieur le docteur, moi je n'appartiens pas à la race des pessimistes. Non. Nous allons y mettre un terme. Nos compatriotes vont aller aux élections. Mais attention, tous ces diplomates, les amis qui circulent, aller aux élections, tout ça nous comprenons. Mais dites au Rwanda, dites aux amis au Rwanda, le régime de Kigali, de ne pas interférer dans nos affaires. Nous voulons aller aux élections. Qui nous laisse tranquilles. Qui nous laisse tranquilles, nous voulons aller aux élections. Nous n'avons pas besoin, ce régime du président Félix Tshisekedi n'a pas besoin de prétextes, comme les anciens. Non, le régime du président Félix Tshisekedi n'a pas besoin de prétextes. Oh voilà, il y avait Bunagana, nous mettons les élections en 2025. Non. On n'a pas besoin de prétexte, nous voulons aller aux élections et nous allons y arriver. C'est pourquoi l'Assemblée nationale met tous les moyens, nous devons aller aux élections et lorsqu'arrive le temps d'enrôlement, que cela se fasse. Évidemment, parlant de l'Est, je voudrais dire un mot. Nous devons, le président l'a dit, nous devons rester vigilants. Ce n'est pas parce qu'il y a un communiqué de l'Union africaine que nous allons noter, non. Croisez les bras. On ne va pas nous sauver sans nous. Dieu lui-même ne peut pas nous sauver sans nous, d'après ce que dit la Bible, qui est bien connue de la plupart de nos compatriotes, parce que la plupart des Congolais sont croyants. Même Dieu ne peut pas vous sauver sans vous. Nous n'allons pas nous taire, croiser les bras, vous voyez, il y a eu Luanda, il y a eu Washington, non. Nous restons vigilants et engagés jusqu'à ce que notre territoire soit libéré, notre peuple vive dans les meilleures conditions, et parce que vous parlez des élections, que notre peuple aille dans les délais constitutionnels, élire les dirigeants de son choix, élire pour une nouvelle phase, que le peuple aille calmement aux élections. Et nous, au niveau, nous savons comme politique, que lorsque le peuple ira, il votera pour cet homme à la présidence qui a suscité le Rwanda directement, et qui aura mis fin à la guerre et qui va y mettre fin. Professeur, ça sera peut-être le mot de la fin pour cette émission, parce que nous aurons d'autres occasions de vous recevoir. Vous êtes un homme des médias. Un petit mot à cette population en errance dans la province du Nord Kivu, qui est victime des atrocités et de cette agression rwandaise dans cette partie du territoire national. Bon, très bien. Nous ne sommes pas la RDC sans le Kivu, sans Bunagana, sans l'Ituri. Nous ne sommes pas la RDC. Donc, ce qui est ressenti là-bas, quoi qu'en disent certains politiciens, c'est ressenti dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Ce que vivent les compatriotes est ressenti fermement à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, par exemple, nous avons déclaré le M23 groupe terroriste. Nous le ressentons, nous comprenons les peines qu'ils endurent, mais nous sommes ensemble, mais nous ne vous laissons pas. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour que vous regagnez vos maisons, vous regagnez vos résidences, vos champs. Vous regagnez vos champs et vous puissiez produire et contribuer à faire de ce pays un pays plus beau qu'avant, une grande puissance au cours du continent africain. Donc, nous sommes ensemble, ne perdez pas d'espoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, son gouvernement, le Parlement, l'ensemble de vos compatriotes, nous sommes ensemble et nous allons mettre fin à cette guerre, à cette humiliation qui nous est imposée pour la dernière fois. Parce que on ne répétera plus cela. Donc notre peuple garde espoir, nous allons y mettre un terme. Nous devons construire un pays plus beau qu'avant. Ce sera un pays pacifié, un pays démocratique, un pays prospère, un pays dont toute l'Afrique sera fière.
Professeur Mbata, laissez-moi vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Autant je vous remercie, autant je remercie toute l'équipe technique de la RTNC, chapeautée par Patrick Kachala. Autant également je remercie Robert Ndaye pour la coordination. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver, pourquoi pas dans une autre émission, plateau spécial, avec les profs ou avec quelqu'un d'autre. Nous sommes là pour servir la nation. Merci et bonsoir chez vous.